Bonjour, pour compléter mon cours sur le simplex que j'ai fait il y a pas mal de temps, on m'a souvent demandé de traiter de la partie duale. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder d'expliquer ce qu'est le dual, le primal, et revenir un peu sur les techniques de simplification et d'utilisation de l'algorithme du simplex. Alors je vais prendre d'abord un exemple tout simple. Je vais commencer avec un exemple tout simple. Une situation qui dit ceci. Alors nous avons une entreprise qui dispose de deux machines M1 et M2 pour fabriquer deux produits grand A et grand B. La production de A nécessite 1 heure de M1 et 2 heures de M2, c'est-à-dire 1 heure de machine M1 et 2 heures de machine M2, ou le passage dans la machine M1 1 heure, dans la machine M2 2 heures. La production de B nécessite 1 heure de M1 et 1 heure de M2. La capacité horaire de M1 et de M2 sont respectivement de 70 heures et 90 heures. La marge sur coût variable unitaire, elle est de 30 € pour le produit A et de 20 € pour le produit B. Donc ça, j'ai traduit ça dans ce tableau. Donc ici, nous avons le produit A. Pour fabriquer le produit A, il faut 1 heure de M1, bien sûr, et 2 heures de M2. Pour fabriquer le produit B, il faut 1 heure de M1 et 1 heure de M2. La marge unitaire de A, 30 €. La marge unitaire de B, 20 €. Nous avons des contraintes horaires sur M1 de 70 heures et une contrainte horaire sur M2 de 90 heures. Donc on va dire soit petit x1, donc x1, le nombre de produits A fabriqués. Y1, pardon, x2, le nombre de produits B fabriqués. Première étape, donc là nous sommes devant un exercice de programmation linéaire. Nous avons forcément ce qu'on appelle à fixer la positivité des variables. Donc x1 et x2 sont des quantités. Donc x1 est positif, x2 est positif. Alors maintenant, si je fabrique un article A, ou un produit A et un produit B, ça me fait utiliser la machine M1 pendant 2 heures. Si je fabrique X1 produit A et X2 produit B, la machine M1 est utilisée pendant 1x1 plus 1x2. Mais attention, j'ai une contrainte. Il ne faut pas que cette durée excède 70. Ce qui veut dire que x1 plus x2 est plus petit ou égal à 70. Deuxième contrainte. Si je fabrique x1 produit A, il me faut 2x1 heures. X2 produit B, il me faut x2 heures. Au total, ça fait 2x1 plus x2. Et cette durée-là ne doit pas excéder 90. Ici, j'ai une marge unitaire de 30 € pour le produit A et j'ai une marge unitaire de 20 € pour le produit B. Ce qui veut dire que si je fabrique ou produis x1 produit A et x2 produit A, ça me fait une marge totale égale à combien? À 30 x1 plus 20 x2. Donc voilà, ceci est donc notre programme de fabrication. Donc là, nous avons bien sûr le domaine des contraintes. Donc nous avons ici le système écrit sous forme canonique. Et nous avons ici la fonction économique qu'il faut effectivement maximiser. Bien entendu, on peut résoudre ce problème graphiquement en traçant les droites d'équation x1 plus x2 égale 70, 2x1 plus 2x2 plus x2 égale 90, bien sûr on hachure, etc. Donc ça, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je vais surtout vous expliquer maintenant la notion de dualité. Donc là, nous avons un problème de maximisation. Nous avons donc un problème de maximisation. On va donc donner une explication, une interprétation économique de la dualité. Donc là, j'ai repris l'exercice
précédent. Alors regardez, maintenant si on se place, on va essayer de changer, on va essayer de changer d'énoncé. Alors c'est un exercice qui est relativement simple, mais qui permet de vraiment comprendre l'essentiel. Alors si je vous dis par exemple, j'ai un acheteur, donc l'entreprise en question, elle décide de rétrocéder tout ça. Elle va rétrocéder donc sa fabrication. Et donc vous aurez forcément un acheteur potentiel qui va bien sûr ici les facteurs de production, d'accord? Ici les facteurs de production, c'est les machines, c'est machine M1 70 heures et machine M2 90 heures. Alors, je vais l'écrire après, mais je le dis d'abord oralement. Donc, si il y a un acheteur potentiel, on va donc fixer un prix unitaire pour ces heures machine M1. Et ce prix unitaire, je vais l'appeler Y1. Donc, Y1, c'est le prix ou c'est le coût que doit supporter un acheteur pour acquérir une heure de machine M1. Il lui en coûtera Y1 euros. Pour la machine M2, il lui en coûtera Y2 euros. Donc l'acheteur éventuel devra débourser 70 Y1 plus 90 Y2. Vous avez compris maintenant que si l'acheteur va débourser 70 Y1 plus 90 Y2, il va bien sûr se poser la condition suivante. Il va effectivement essayer d'acquérir ces heures machine M1, ces heures machine M2 pour un coût total de combien? De 70 Y1 plus 90 Y2. Mais, bien sûr, il va faire en sorte que ce coût soit comment? Minimal. Donc ici, on va définir une fonction économique que je vais appeler Z, je vais l'écrire tout à l'heure, que je vais appeler Z, et qui sera égal à combien? À 70 Y1 plus 90 Y2, et Z doit être minimum. Maintenant, du côté du vendeur. Le vendeur, bien sûr, va rétrocéder ses heures. Chaque heure de machine M1 est évaluée à Y1 euros. Chaque heure de machine M2 est évaluée à Y2 euros. D'accord? Bien entendu, le vendeur voudra bien sûr conserver sa marge, qui est pour le produit A de 30 euros et bien sûr pour le produit B de 20 euros. C'est-à-dire il veut bien sûr ne pas perdre d'argent. Par conséquent, si Y1 est le prix d'une heure machine M1 et Y2 le prix d'une heure machine M2. Pour fabriquer le produit A, il lui faut un Y1 plus 2Y2 et bien entendu, il veut que ce résultat-là soit au minimum au moins égal à 30 euros. Autrement dit, il ne veut pas céder ça à moins de 30 euros. Donc je répète, 1 Y1 plus 2Y2 supérieur ou égal à 30. De la même façon, pour fabriquer le produit B, donc il faut une heure de M1, donc le rapport c'est Y1, 1 fois Y1, plus 1 fois Y2, et il veut bien sûr que ce prix-là soit supérieur à 20 euros. Donc, on résume. Nous avons maintenant deux variables, Y1
et Y2. Y1 est un prix, donc positif. Y2 pareil, positif. Ensuite, nous avons ici Y1 plus 2Y2 supérieur ou égal à 30. Y1 plus Y2 supérieur ou égal à 20. Et enfin, nous avons la fonction économique Z à minimiser qui est égale à quoi? 70Y1 plus 90 Y2. Ce que je viens de dénoncer, c'est tout simplement ce qu'on appelle le programme dual. Ce programme-là est le programme primal. Ce programme-là est le programme primal. Le programme que je viens d'énoncer, que je vais écrire dans une seconde, dans une minute, le programme que je viens d'énoncer est tout simplement le programme dual. Et on va tirer quelques conclusions. Très bien, donc voilà, ça donne ceci. Donc nous avons ici le programme primal. Et donc là, vous regardez bien. Donc ici, vous avez le programme dual. Alors, si vous regardez bien ici, vous avez une matrice. Vous voyez, 1, 1, 7, 2, 1, 90, 30, 20. Je vais mettre 0 ici. Si vous transposez cette matrice, autrement dit, si vous inversez la ligne et la colonne, vous voyez, ça c'est la ligne, ça devient ici la colonne. Ça c'est la ligne, ça devient ici la colonne. Enfin, ça c'est la ligne, troisième ligne, ça devient ici la troisième colonne. Donc ici, nous avons Y1 positif, Y2 positif, Y1 plus 2Y2 supérieur à 30, Y1 plus Y2 supérieur à 20. Et bien sûr, il faut minimiser 70 Y1 plus 90 Y2. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, donc maintenant, vous avez compris à peu près la notion de dualité, autrement dit, comment on interprète économiquement, parce que ça c'est ce qui m'intéresse, hein. Je ne suis pas forcément derrière le modèle mathématique pur, ce qui m'intéresse c'est toujours dans un objectif de gestion, dans un objectif d'optimisation. Donc ici, l'intérêt c'est la signification que l'on peut donner au programme dual. Donc comment on fait pour passer d'un programme dual d'un programme primal à un programme dual? Je répète, vous avez au départ votre programme primal. Ici, vous avez votre programme dual. Inversement, je peux appeler ça le programme primal et appeler ça le programme dual. Bien sûr, quand je dis c'est ça et ça. Ça, c'est mon primal. Ça, c'est mon dual. Alors, regardez bien. Je pars du primal. Je sais résoudre un problème de maximisation par la méthode du simplex. Je ne sais pas résoudre directement un problème de minimisation par la méthode du simplex. Pour pouvoir utiliser l'algorithme de Dantzig, il faut bien sûr convertir ce programme que j'appellerai le programme primal en un programme comme celui-ci que j'appelle le programme dual. Autrement dit, pour résoudre ce système-là, il faut passer par ce système-là. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer par la suite. Donc je répète, programme primal, programme dual. Alors comment je passe d'un système d'inéquation, de ce système d'inéquation à ce système d'inéquation? Regardez bien. Ici, je dis, j'écris donc ma matrice ici. Vous voyez, ici.
1, 1, 2, 1. 1, 1, 2, 1. Je la transpose. Autrement dit, la ligne 1, 1 va devenir la colonne 1, 1. Là, vous avez 1, Y1, 1, Y1. La ligne 2, 1, 2, 1, X2, donc 2, 1, va devenir la colonne 2, 1. Donc 2Y2, 1, Y2. Donc vous avez le membre de gauche, Y1 plus 2Y2, donc Y1 plus 2Y2. Le sens de l'inégalité plus grand que, vous voyez, je répète, je me suis mal pris. Je vais plutôt commencer par celui-là pour vous montrer comment on passe, parce que l'objectif, bien entendu, l'objectif c'est de résoudre ce système-là. L'objectif c'est celui-là. Comment je fais pour résoudre ce système-là par la méthode du simplex. Donc première étape, je vais transformer mon problème de minimisation en un problème de maximisation. Mes variables ici, mes variables d'activité, d'accord, mes variables d'activité sont Y1 et Y2. Mes variables d'activité sont Y1 et Y2. Le sens des inégalités, c'est toujours ici plus grand que, plus grand que. Chaque fois que vous avez supérieur à, vous aurez forcément à déterminer un minimum. Donc comment je fais? Donc ça c'est mon programme primal. Comment je fais pour construire le programme dual? Je prends la matrice ici, voyez, 1, 2, 1, 1. Je la transpose. Je peux prendre bien sûr la matrice 1, 2, 30, etc. Mais il est plus simple de raisonner comme ceci, puisque je ne suis pas censé avoir ce type de tableau. D'accord? Je peux simplement avoir ce système d'inéquation. Donc, je dis, la matrice, la ligne 1, 1, 1, 2, pardon, 1, 2 devient la colonne 1, 2. La ligne 1, 1, vous voyez, 1, 1, devient la colonne 1, 1. Le sens de l'inégalité, plus grand que, devient plus petit que. Le sens de l'inégalité, plus grand que, devient plus petit que. Et bien sûr, les contraintes ici. Je vais donc prendre comme contrainte les composantes de la fonction économique. Donc, ça sera plus petit que 70 et plus petit que 90. Ensuite, pour la fonction économique, je vais prendre les coefficients ici des contraintes. Autrement dit, pour ma fonction économique f, j'aurai bien sûr 30x1 plus 20x2. Donc ici, mes variables d'activité sont y1 et y2, et ici, mes variables d'activité sont x1 et x2. Je vais essayer d'écrire tout ça parce que ce sera beaucoup plus simple. J'ouvre juste une parenthèse. Ici, comme on est en présence d'un système d'inéquation à deux inconnus, donc bien entendu, la solution peut être graphique, ce que j'ai représenté ici. Donc là, j'ai colorié, j'ai hachuré tout ce qui n'est pas bon. Donc le domaine des contraintes est ici. Comment j'ai tracé tout ça? J'ai tracé la droite d'équation y1 plus 2y2 égale 30, que j'ai traduit ici par x plus 2y égale 30. Ici, j'ai tracé la droite d'inéquation x plus y égale 20. Mais bien sûr, j'ai mis les inégalités et j'ai demandé donc à hachurer tout ce qui n'est pas bon. Donc, si vous regardez bien, le couple 0, 0 n'est pas de ce côté, ce qui veut dire que toute cette région est grisée. Donc, l'ensemble de mes solutions qui vérifient ce système se situe donc dans la partie blanche. Maintenant, il faut minimiser Z. Pour ça, on trace la droite d'isoprofit d'équation 70x plus 90y. Alors, on peut mettre la valeur que l'on veut ici. Au départ, j'avais mis 0, d'accord? Donc ici, on met la valeur que l'on veut. Et donc, on trace les parallèles à cette droite-là. Tous les points qui sont là dégagent le même coup. C'est pour ça qu'on appelle cette droite la droite d'isoprofit ou la droite d'isocoup, si on peut employer le terme.
Donc il va falloir tester quel point? Il va falloir tester ce point-ci. Vous voyez, ce point-ci, ce point-là et celui-ci. Il apparaît clairement. Oui, donc ça, tous ces points-là sont solutions. Le problème, c'est que ces points-là ne sont pas, le couple qui est là ne minimise pas Z. Le couple qui minimise Z, c'est le couple, donc c'est la droite qui passe par le point d'intersection qui se trouve là. Vous voyez? Et donc là, vous avez l'ordonnée à l'origine la plus faible. Donc plus vous êtes proche de O, et plus ce nombre-là est petit. C'est ce qu'on appellera l'ordonnée à l'origine. Donc le couple qui est là est bien le programme optimal et on lit x égale 20, pardon, x égale 10 et y égale 10. Donc x égale 10, y égale 10. Et si on trace un petit peu, on va trouver exactement, vous voyez, à peu près, très difficile à tomber, mais ça ferait à peu près 1600. D'accord? Donc là, c'est le problème de minimisation. On peut aussi être amené à résoudre un problème qui est cette fois-ci de maximisation. Donc j'ai la même situation, cette fois-ci c'est x plus y plus petit que 70, 2x plus y plus petit que 90, avec bien sûr il faut trouver qu'il faut que 30x plus 20y soit maximum. Donc là cette fois-ci le domaine des contraintes est compris, appartient au polygone O, A, B, C. Donc tous les points qui sont là vérifient ces 4 inégalités. Et donc il faut cette fois-ci trouver le couple XY pour lequel cette valeur-là est maximale. Regardez bien, vous voyez, donc là, vous voyez, il y a 701, vous voyez, 701, je peux encore faire mieux, 972. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En réalité, il faut tester ce qu'on appelle les sommets du polygone. C'est d'ailleurs ces sommets-là qu'on va retrouver lorsqu'on va aborder le simplex tout à l'heure. Donc, il faut tester la droite qui passe par ce point. Vous voyez, l'ordonnée à l'origine est à peu près ici. Et contrairement à tout à l'heure, maintenant, il faut trouver un maximum. Donc, il faut s'éloigner au maximum du point O. Et le point ultime, c'est la droite qui passe par ce point-là. Et ce point-là, c'est le point d'abscisse x égale 20 et y égale 50. Donc, si je peux faire juste une remarque, vous remarquerez donc que dans les deux cas, l'optimum est identique. Tout à l'heure, on avait trouvé un coût minimum de 1600 et là, nous avons une marge maximale de 1600 aussi. Donc, on va voir par le calcul que le maximum du primal est toujours égal au minimum du dual. Autrement dit, les optimums primal dual sont égaux. Bien entendu, la valeur de x et de y ne sont pas les mêmes. Tout à l'heure, j'avais trouvé x égale 10, y égale 10. Là, j'ai trouvé x égale 20 et y égale 50. Donc tout ça, maintenant, on va passer à la seconde étape, effectuer tout ça par le calcul. Donc, faire appel à ce qu'on a appelé donc la méthode du simplex. Donc très rapidement, là j'ai tracé ce qu'on appelle un tableau qu'on va remplir. Hein. Donc ça c'est le programme que j'appelle le programme primal. Pour pouvoir résoudre ce système-là par la méthode du simplex, il va falloir déterminer le primal. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Très bien, donc on va essayer d'aller pas à pas pour donc résoudre ce système par la méthode du simplex. Donc étape numéro 1, on va d'abord appeler ce programme-là, comme on l'a dit, le programme primal. Donc de ce programme primal, je vais extraire donc la matrice de ce système-là. Donc j'écris, donc la matrice, j'ai bien 1, 2, 1 et 1. Je vais maintenant déterminer la transposée de cette matrice. La transposée d'une matrice, c'est la matrice qui échange les lignes et les colonnes. Donc la première ligne devient la première colonne et la deuxième ligne devient la seconde colonne.
Donc ça, c'est ma transposée. Je vais maintenant essayer d'écrire les deux programmes. J'ai le programme primal, et là, je vais introduire des variables d'activité, des variables d'écart, pardon, que j'appellerai E1 et E2. Donc là, j'écris pas Y1 positif, Y2 positif, j'écris simplement mes deux équations suivantes. Donc j'ai donc Y1 plus 2Y2. Alors bien sûr, comme c'est plus grand que 30, pour que ça soit égal, j'enlève une quantité positive. Donc je fais moins E1 égale 30. Et donc ici, je vais écrire Y1 plus 2Y2. Alors, j'ai dit 2Y2, je suis en train de recopier la première. Donc, Y1 plus Y2 moins E2 égale 20. Et bien sûr, là, j'ai ma fonction objectif. Donc là, il faut minimiser Z, qui est égal à 70Y1 plus 90Y2. Je ne l'écris pas, plus 0E1 plus 0E2. Donc ça, c'est mon programme primal. Donc ça, c'est l'expression, ça c'est le système écrit sous forme canonique, et là, il est présenté sous forme standard. Je vais donc maintenant construire à partir de ce système-là, ça c'est le programme primal, je vais construire le dual. Je vais donc prendre la transposée. Cette fois-ci, mes variables d'activité, je vais les appeler x1 et x2. J'ai d'ailleurs nommé ici x1 et x2. Donc là, je vais plutôt appeler ça, pour pas qu'il y ait de confusion, je vais appeler ça U1. Et ici, je vais appeler ça U2. Donc là, ça sera U1, variable d'écart, et U2, deuxième variable d'écart. J'ai donc le programme dual. X1 positif. X2 positif. Je prends ma matrice transposée. J'ai donc x1 plus x2. Le sens de l'inégalité change. Le plus grand que, vous le transformez en plus petit que. J'ai donné une signification économique précédemment. Vous avez compris que ça doit être plus petit ou égal au coefficient de la fonction économique, 70. Je regarde ma transposée, donc j'ai 2x1 plus x2. 2x1 plus x2 est plus petit ou égal à 90. Donc pour résumer, alors je finis puis après on va essayer de faire un petit résumé. Ensuite, le minimum devient maximum. Là je l'ai appelé Z, cette fois-ci je vais l'appeler F. Maximum de f égale. Et bien sûr, j'ai pris les coefficients de la fonction économique qui deviennent ici les contraintes. Je reprends les contraintes ici qui deviennent les coefficients de la fonction économique, comme on l'avait écrit précédemment. 30x1 plus 20x2. Donc ça, c'est tout simplement, tout ça, c'est le programme dual. Ça, c'est le programme P1, programme primal, et ça, c'est P2, c'est bien sûr le dual. Bien sûr, si j'appelle ce programme-là le primal, ben celui-ci, c'est le dual. Mais bien entendu, au départ, on me donne ça. Et ça, je ne peux pas le résoudre directement par la méthode du simplex. Il faut passer par le programme dual, ce que je viens de faire. Alors ici, est-ce que je vais l'écrire? Pourquoi pas? Donc là, vous voyez, si je veux écrire ce système-là sous forme standard, ça me donnerait quoi?
Bon, x1 positif, x2 positif, ça ne change pas. Là, je vais introduire deux variables d'écart. Donc, j'aurai quoi pour la troisième inégalité? X1 plus x2 plus E1 égale 70. Ensuite, deuxième égalité, 2x1 plus x2 plus E2 égale 90. Et bien sûr, f ne change pas. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons ici un programme. Il est question d'une minimisation. Chaque fois que vous aurez à minimiser un coût, par exemple, le sens des inégalités, ça sera toujours supérieur, supérieur. Et là, vous aurez un minimum. Donc ça, vous l'appellerez le programme primal. Pour déterminer le programme dual, première étape, vous essayez d'extraire la matrice du primal, qui est là, puisque j'ai deux lignes et deux colonnes, puisque j'ai deux inconnus et deux équations, deux inéquations. Donc ça me fait une matrice carrée d'ordre 2, donc deux lignes, deux colonnes. Et donc 1, 2, 1 et 1. Ensuite, pour déterminer le dual, vous déterminez la matrice transposée. Autrement dit, vous inversez les lignes et les colonnes. Depuis cette matrice transposée, on va construire le dual. Donc j'écris x1 plus x2. À partir du signe plus grand ou égal à, il devient plus petit ou égal à. Et la contrainte ici, c'est tout simplement le coefficient de la fonction économique du primal. Idem pour la deuxième inégalité. Plus grand que devient plus petit que. La contrainte, c'est bien sûr le coefficient de la fonction économique du primal. Maintenant, la fonction objective, donc la fonction économique du dual, il faut bien entendu prendre les contraintes du primal. Voilà comment on passe du primal au dual. Et on l'a expliqué tout à l'heure, économiquement, qu'est-ce que cela voulait dire. Alors, on va y aller. On va donc maintenant construire, déterminer le maximum de cette fonction économique. Comme je l'ai dit précédemment, le maximum du primal, ou plutôt le maximum, si j'appelle celui-là le programme primal, le maximum de ce programme-là sera forcément égal au minimum de ce programme-là. Autrement dit, primal et dual ont les mêmes valeurs optimales. Soit le même minimum, soit le même maximum. Ça, on va le voir tout à l'heure. Alors, on va faire un peu d'ordre et on va commencer à construire notre tableau. Alors, je vais partir, bien entendu, vous avez compris, je sais traiter par le simplex un problème de maximisation. Alors, on y va. On va commencer. Donc ici, j'aurai variable. Donc je commence ici par E1. J'ai E1 et E2. Ce qu'on appelle mes variables d'activité. Pardon, mes variables d'écart. Donc ça, ces deux variables-là sont des variables non nulles. Elles sont dans la base. Je recopie cette matrice-là. Cette matrice-là. Extrait d'ici ou extrait d'ici. Ça fait donc 1, 0. Et la contrainte 70. Ensuite, 2, 1, 0. Pourquoi 0? Parce que 0 E1 plus 1 E2. 90. Ensuite, fonction économique, F. 30.
20, 0, 0, et bien sûr 0. Alors, je vais pouvoir maintenant effacer tout ça parce que je n'ai pas vraiment besoin de cette partie-là. J'en aurai besoin pour pouvoir écrire. Alors, j'en profite pour dire. Étape numéro 1, lorsque vous voulez appliquer donc l'algorithme du simplex, donc l'algorithme de Dantzig. Étape numéro 1, il faut déterminer le pivot. Pour déterminer le pivot, il faut d'abord déterminer ce qu'on appelle, il faut déterminer la ligne, d'abord la colonne du pivot, puis ensuite la ligne du pivot. Vous regardez les coefficients de la fonction économique, f. Question, sont-ils tous négatifs? La réponse est non. Bien sûr, donc l'algorithme va commencer. Je vais m'arrêter lorsque tous les coefficients de la fonction économique de f seront tous négatifs. Alors, je regarde la contribution la plus forte. Donc, c'est 30. Par conséquent, la colonne du pivot, c'est la colonne de x1. Pour trouver la ligne du pivot, il faut faire le rapport entre les contraintes qui sont là et les coefficients qui sont là. Et on fait donc 70 divisé par 1. Je l'écris pour que ça soit clair. Ensuite, on fait 90 divisé par 2. Alors attention, je l'ai expliqué lors d'une précédente vidéo. Donc vous pouvez regarder ça, tout ça je l'ai bien détaillé. J'ai justifié toutes ces étapes. Ici, vous retenez le plus, je dis bien, le plus petit rapport positif. Donc là, ça fait 70. Là, ça fait 45. Par conséquent, la ligne du pivot, elle se trouve là. La colonne du pivot, elle se trouve là. Donc le pivot se trouve à l'intersection de la ligne et de la colonne. Donc le pivot est égal à 2. Itération numéro 1. Ici, variable hors base x1, variable de base e2. C'est-à-dire que x1 va entrer dans la base. Autrement dit, e2 va sortir. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir plus bas? Donc, E1 est à la même place. À la place de E2, je vais mettre X1. Première règle. On divise la ligne du pivot par le pivot. Le pivot est égal à 2. Je divise donc tout par 2. Ce qui me fait 2 divisé par 2, ça me fait 1. Ensuite, 1/2. Ensuite, 0. Ensuite, 1/2. Et enfin, 45. Très bien. Première règle. La colonne du pivot, autre que le pivot, donc cette colonne-là, autre que cette valeur-là, vous mettez des zéros. 0, 0. Donc là, c'est toujours F. Très bien. Donc la colonne du pivot, autre que le pivot, vous mettez des zéros. Chaque fois que la ligne du pivot croise une colonne en 0, vous recopiez la colonne. Donc la ligne du pivot, elle est là. Il y a un 0 commun avec cette colonne. Je recopie la colonne. Je vais rappeler tout à l'heure pourquoi. Bien entendu, maintenant, si cette colonne-là du pivot, si par exemple là j'avais un 0 à la place du 1, eh ben j'aurais recopié toute la ligne. Donc je répète la règle, lorsque la ligne du pivot croise une colonne en 0, on recopie toute la colonne. Lorsque la colonne du pivot croise une ligne en 0, vous recopiez toute la ligne. Et tous les autres éléments
vous pouvez les déterminer à l'aide de la méthode du rectangle. Je vous rappelle le principe. La méthode du rectangle, elle fonctionne comme ceci. Admettons que j'ai un rectangle comme celui-là. Regardez bien ici. A, B, C, D. Bon, je vais l'étendre un peu et je vais mettre ici. Bon, je vais en rester là. Allez, je peux mettre E et F si vous préférez. E et F. Admettons que je choisisse comme pivot celui-ci. Admettons que ça soit mon pivot. Je vais vous montrer comment on passe à la ligne suivante. Alors, voilà comment on fait. Première étape, il faut diviser la ligne du pivot par le pivot. Donc là, ça me fait quoi? Là, ça me fait A sur B. Excusez-moi. Pardon. Ça me fait A sur B. Oh, zut. Ah, ça ne veut pas. Ok. Alors, A sur B. B sur B, ça fait 1. Et bien sûr, E sur B. Là, c'est la colonne du pivot. Donc là, je mets 0. Et les autres éléments, je les calcule de la façon suivante. Vous voyez, ce sont des éléments qui se trouvent toujours en diagonale du pivot. Donc, pour trouver l'élément qui va remplacer C, voilà ce que vous posez comme opération. Vous faites l'élément sur lequel vous êtes. Donc, C. Toujours moins. Vous faites le produit de la diagonale. Donc, A fois D. A fois D. D'accord? A fois D. Divisé par le pivot. Voilà comment on fait pour trouver l'élément qui va remplacer C. Pour trouver l'élément qui va remplacer F, même opération, je fais F moins, donc la diagonale du pivot, elle est là. Puisque le rectangle, cette fois-ci, il est là. Ici, tout à l'heure, le rectangle, il était là. Le rectangle, maintenant, il est là. Donc, je fais F moins la diagonale du pivot, DE, divisé par le pivot. On va appliquer cette méthode du rectangle à notre système ici. Alors, c'est parti. On y va. Admettons que je veuille remplir cette valeur-là. Donc, je remplace celle-ci. Donc, vous voyez bien que le rectangle, il est là. Donc, je fais 1 moins 1 demi. 1 moins 1 fois 1 divisé par 2. Donc, 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Je vais remplacer cet élément-là. Donc, mon rectangle, il est là. Le rectangle toujours se trouve là où vous êtes et en diagonale, vous avez le pivot. Donc là, vous avez les sommets opposés du rectangle. Vous voyez? Voilà. Le rectangle, il est là. Donc, il est là, là et là. Donc, vous faites 0 moins 1 divisé par 2. Donc, ça fait moins 1 demi. Ici. Le rectangle, il est où? Il est là. Le rectangle, il est là. Faites 70 moins 90 divisé par 2. Donc 70 moins 45. Ça fait 25. Bien. Maintenant, je vais remplacer cet élément-là. Donc je vais calculer, le mettre ici. Le rectangle, il est là. Voilà. Je fais donc 20 moins 30 fois 1 divisé par 2. Donc 20 moins 15. 20 moins 15, ça fait 5. Je me place ici. Donc le rectangle, il est là. 0 moins 30 divisé par 2. Ça fait donc moins 15. Je me place ici, donc l'élément il est là. Ici, j'aurai toujours une valeur négative. 0 moins 30 fois 90 divisé par 2.
Donc 30 fois 45. Donc ça fait 1350 en moins. Ok, 1350. Très bien. Alors, question. Est-ce que tous les coefficients de la fonction économique sont négatifs ou nuls? La réponse est non. Je réitère mon procédé, donc itération suivante. Je dis, quel est le coefficient de f le plus positif? Est-ce qu'on est d'accord que le coefficient de f le plus positif, il est là? Par conséquent, la colonne du pivot, c'est la colonne de x2. Donc x2, ça va être ma variable entrante. Et qu'est-ce qui va sortir? Est-ce que c'est E1 ou encore x1? Donc x2 est ma variable entrante. Je fais donc mes rapports. 25 divisé par 1,5. 25 divisé par 1,5, ça fait 25 multiplié par 2, ça fait 50. 45 divisé par 1,5, ça fait 45 fois 2, ça fait 90. Le rapport, le plus petit rapport positif, c'est 50. Par conséquent, le pivot va se trouver à l'intersection de cette colonne et de cette ligne. Donc mon nouveau pivot, c'est 1,5. Donc ma variable entrante, on a dit que c'était x2 et la variable sortante, c'était E1. Donc là j'ai x2 et là j'ai x1. Le pivot il est là. Le pivot c'est 1,5. Je divise la ligne du pivot par 1,5. Donc je multiplie tout par 2. Ça fait 0. 1. 2. Moins 1. 50. Ah oui, j'ai oublié de dire, mais j'en profite pour le faire maintenant. On a dit, la colonne du pivot, autre que le pivot, donc là c'était F. La colonne du pivot, autre que le pivot, c'est des 0. Lorsque la ligne du pivot croise une colonne en 0, on recopie la colonne. Donc là, j'ai bien la ligne du pivot. Là, j'ai un 0. Je recopie cette colonne. Alors, très simplement, admettons que à la place de E, j'ai F. J'ai 0. Et c'est à la place de E, j'ai 0. Donc là, je vais avoir quoi? Je vais avoir, pour cet élément-là, je vais faire quoi? F moins 0 fois D, ça fait 0, divisé par B, ça fera toujours F. Autrement dit, la colonne est inchangée. Donc là, c'était 0. Donc là, on finit forcément avec 0. Ici, on finit avec 0. Et ici, on finit avec F. Ici, lorsque la ligne du pivot croise une colonne en 0, on recopie la colonne. Si vous calculez cet élément-là, vous faites bien 1 moins 0. Cet élément-là, vous faites 0 moins 0. Donc, c'est pas la peine de faire tous les calculs, vous recopiez tout simplement. Bien. Alors, on va se placer là, puisque je vais remplir tout le tableau. Donc là, ça fait 0 moins 1,5 divisé par 1,5. Donc, ça fait 0 moins 1. 0 moins 1. Ici, ça fait, alors attention, 1,5. Moins par moins, ça fait plus. 1,5 fois 1,5 divisé par 1,5, ça fait 1,5 plus 1,5, ça fait 1. Ici, le rectangle, il est là. On fait 45. Moins 25 fois 1,5 divisé par 1,5. Ça fait 45 moins 25. Ça fait 20. Je me place ici. Le rectangle, il est là. 0 moins 5 divisé par 1,5. Donc 0, 5 fois 2. Donc moins 10. Ensuite, le rectangle, cette fois-ci, il est ici, là. Je fais donc moins 15
Moins par moins, ça fait plus. 1/2 fois 5 divisé par 1/2. Donc ça fait moins 15 plus 5. Moins 10. Enfin ici, fonction économique. Moins 1350 moins 25 fois 5 divisé par 1/2. Donc ça fait moins 1350 moins 50 fois 5. 50. Donc on a bien dit 50 fois 5. 50 fois 5, 250. Moins 1350 moins 250, ça fait moins 1600. Bien. On a bien retrouvé l'optimum tout à l'heure qu'on avait. Je confonds avec le graphique que je ferai peut-être en fin de séance. Alors maintenant, comment interpréter tous ces résultats? C'est là qu'il faut être très vigilant. Je vais donc effacer pour libérer le tableau et expliquer ceci. Regardez ce qui est très important. Regardez ce qui est très important. Vous avez d'un côté, ici, alors j'écris ici le primal. Le primal. Vous avez ici le dual. Vous avez ici les variables d'activité. Variables d'activité. Vous avez les variables d'écart. Variables d'écart. Pareil ici, vous avez les variables d'activité. Bon, j'écris en abrégé, hein, d'activité, et là vous avez les variables d'écart. Alors, il y a une correspondance qu'il faut absolument bien comprendre. Les variables d'activité du primal, on va les associer aux variables d'écart du dual. Les variables d'écart du primal, on va les associer aux variables d'activité du dual. Ça veut dire concrètement ceci. Si je traduis ici, mon primal, j'avais quoi? En variable d'activité, j'ai Y1, pour le primal, j'ai Y1, Y1, Y2, variable d'écart, U1, U2. Ça, c'est pour le primal. Pour le dual, variable d'activité X1. Variable X1, X2. Donc, à ma variable d'activité du primal, je vais associer, je vais les mettre tout de suite, ça sera fait. Je fais des petites flèches comme ça, association. Voilà. Je vais appliquer le schéma en dessous. À ma variable d'activité du primal, je vais associer ma variable d'écart du dual, c'est-à-dire E1. Ma variable d'activité du primal Y2, je vais associer ma variable d'écart du dual E2. Ma variable d'activité d'écart du primal, je vais lui associer ma variable d'activité du dual X1. Et vous avez compris ici, écart, variable d'activité. Ok. Dans mon tableau, voilà la lecture que je vais faire. Parce que l'objectif, c'est de déterminer Y1 et Y2, Y1 et Y2, pour que Z soit minimum. Autrement dit,
quel est l'optimum de ce programme. Alors voilà comment vous lisez la chose. Regardez bien. À E1 correspond Y1. Là, vous voyez E1. Et bien là, vous lisez Y1. Donc, vous aurez quoi? Y1 égale 10. Et là, vous lisez E2. Donc là, vous lisez Y2 égale 10. Là, vous lisez X1, 0. Eh bien, vous lirez U1 égale 0. Autrement dit, le système est saturé. Là, vous lisez X2, 0. Eh bien, vous aurez U2 égale à 0. Concrètement, ça veut dire que si je remplace Y1 par 10 et Y2 par 10 ici, je vais trouver pile 30, puisque je n'ai pas de variable d'écart. 10 plus 20, ça fait 30. 10 plus 10, 10 plus 10, ça fait 20. Vous voyez, donc ici, U1 est nul et U2 est nul. Donc voilà, et bien sûr, l'optimum Z est tout simplement égal ici à 1600. Et maintenant, si je devais résoudre, admettons que j'ai à résoudre ce système-là, bien sûr, je l'avais écrit. Au départ, je suis parti de x1 plus x2 plus petit ou égal à 70, d'accord? Et 2x1 plus x2 plus petit ou égal à 90. Les solutions de ce système-là, vous le lisez de façon classique. Vous voyez très bien que x1 égale 20, x2 égale 50, normal, l'optimum, grand F, c'est la même valeur, et bien entendu, je n'ai aucune variable d'écart ici, ça veut dire que E1 égale E2 égale 0. E1 égale E2 égale 0. Bien, quand je ne sais pas si j'ai la force de faire un autre exemple, ben je vais réfléchir, ou alors plutôt vous donner un résumé un peu global. Je vais réfléchir. En tout cas, j'ai déjà posé pour cette partie-là. Très bien, donc on va finir avec cet exercice-là. Donc nous avons Y1 plus grand que 10, Y2 plus grand que 15, Y3 plus grand que 0, Y4 plus grand que 0. Première inégalité, Y1 plus 2Y2 plus Y3 plus grand que 60, 2Y1 plus Y2 plus 2Y3 plus grand que 95. Et on veut déterminer le minimum Z avec Z donc égal à 2Y1 plus 5Y2 plus 3Y3. Donc là, nous avons effectivement trois variables d'activité. Donc trois variables d'activité, Y1, Y2, Y3. Nous aurons forcément quatre contraintes, quatre variables d'écart, U1, U2, U1, U2, U3, U4. Donc là, j'ai tiré la matrice de ce système-là. Voici ma matrice. Donc 1, et parce que Y1, 0, Y2, 0, Y3. Donc 1, 0, 0. Ensuite, 0, Y1, 1, Y2, 0, Y3. Ensuite, 1, 2, 1. Et enfin, 2, 1, 2. Cette matrice-là, on va la transposer. Donc, elle a 4 lignes et 3 colonnes. Sa transposée se trouve ici. Cette première ligne devient cette première colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne,
troisième ligne, troisième colonne, quatrième ligne, quatrième colonne. Ici, nous avons donc nous aurons ici 4 variables d'activité. Et là, on aura 3 variables d'écart. Les variables d'activité, je les appelle x1, x2, x3, x4. Donc x1, x2, x3, x4, toutes ces variables positives. Première inégalité, rappelez-vous, le sens de l'inégalité va changer. Le plus grand devient plus petit. On prend ici les coefficients, donc 1x1, 0x2, plus 1x3, plus 2x4, plus petit ou égal. Et on prend le coefficient de la fonction économique, plus petit ou égal à 2. Inégalité suivante, 0x1, donc il n'y a pas d'x1 ici, plus 1x2, plus 2x3, plus 1x4, plus petit ou égal, et on prend le second coefficient, le deuxième coefficient, ici 5. Troisième inégalité, 0x1, il n'y a pas d'x1, 0x2, il n'y a pas d'x2, 1x3, plus 2x4, plus petit ou égal à 3. Le minimum de z devient le maximum de f. Et les coefficients de la fonction économique sont les seconds membres de mes inégalités. Donc 10 x1 plus 15 x2 plus 60 x3 plus 95 x4. Je vais donc maintenant résoudre ce système-là par la méthode du simplex. Donc le système ressemble donc à ceci. Donc j'ai mon système d'inéquation et là il faut trouver le maximum de f. Donc on va procéder comme précédemment. On va donc recopier toute la matrice que j'ai ici. Vous voyez, donc dans la première partie là, ici, je vais recopier cette matrice. Bien sûr, en introduisant les variables d'écart E1, E2, E3. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, allez, on va commencer comme ça. Donc, on va recopier notre matrice. Alors, donc, ça fait 1, 0, 1, 2. Alors, 1, 0, 1 et 2. Et donc là, c'est les variables d'écart. Bien sûr, 1, 0, 0. La contrainte 2. Deuxième ligne. 0, puisqu'il n'y a pas de x1. Donc ce cas-là est très intéressant pour les simplifications dont j'avais parlé précédemment. Donc vous allez voir 1, ensuite 2x3, ensuite 1x4, bien sûr 0e1, 1e2, 0e3, contrainte 5. Troisième inégalité, 0x1, 0x2, 1x3, 2x4. Bien sûr, ensuite 0, 0, 1, contrainte 3. Je recopie les coefficients de la fonction économique, 10. Alors, 10, 15, 60, 95. Après 0E1, 0E2, 0E3, et bien sûr, nous avons une valeur ici égale à 0 puisque x1, x2, x3 et x4 sont tous nuls, sachant que E1 égale 2, E2 égale 5
et E3 égale 3. Alors on y va. Première étape, quel est le coefficient de f le plus positif? C'est 95. Donc la colonne du pivot, c'est la colonne qui contient x4. Donc x4 sera notre variable entrante. On fait le rapport. 2 sur 2, ça fait 1. 5 sur 1, ça fait 5. Et 3 sur 2, ça fait 1,5, 3,5. Le plus petit rapport positif, c'est tout simplement 1. Par conséquent, le pivot se trouve à l'intersection de cette ligne et de cette colonne. Donc le pivot est 2. La variable entrante, c'est x4. La variable sortante, c'est E1. Donc là, j'aurai x4. Et après, je recopie E2, E3. Alors, première règle. On divise la ligne du pivot par le pivot. Donc le pivot étant égal à 2, on divise toute la ligne par 2. Donc 1,5, 0, 1,5. 1,5. 0, 0, 1. Très bien. La colonne du pivot. La colonne du pivot. Autre que le pivot, on met des zéros. 0, 0. Et bien entendu, 0. Alors, que dit la simplification? Chaque fois qu'une ligne, la ligne du pivot, elle croise cette colonne en 0. Donc je recopie intégralement la colonne. Ici, la ligne du pivot, elle croise cette colonne en 0. Je recopie intégralement cette colonne. J'en profite parce que j'ai du rouge. Idem, ici, j'ai un 0 ici. Donc là, je vais conserver mon 0. J'ai un 0 ici. Donc là, je vais conserver mon 0. Et là, je vais avoir encore maintenant la couleur bleue. Donc on a dit que cette ligne-là, cette colonne-là, était inchangée. Celle-ci, elle est inchangée. Et celle-ci aussi. Bien. Bien sûr, ici, voilà. Donc là, vous avez un 0, j'ai recopié toute la colonne, j'ai un 0, j'ai recopié toute la colonne, j'ai un 0, j'ai recopié toute la colonne. Et j'ai divisé la ligne du pivot par le pivot. Maintenant, on va calculer les éléments en diagonale du pivot. On va appliquer la méthode du rectangle. Ça fait 2 moins 1,5. 4,5 moins 1,5, ça fait 3,5. Donc 3,5. Il ne faut pas que je me trompe, hein, parce que ça fait longtemps que je suis dessus. Alors, 3,5. Cet élément-là, le rectangle, il est ici. Ça fait donc 1 moins 2,5. 1 moins 1, ça me fait 0. J'aime bien les zéros parce que vous allez voir, ça va simplifier beaucoup de choses. Donc le pivot ici, il est là. 0 moins 1,5. Donc moins 1,5. Le pivot, il est là. 0 moins 2 sur 2. Donc moins 1. Ensuite, je suis ici. Donc le rectangle, il est formé du 5, du 2, du 2, du 1. 5 moins 2 sur 2. 5 moins 1, 4. Ensuite, ici, 3 moins 4 demi. 3 moins 2, 1. Ensuite, ici, 1 moins 2 demi. Donc 1 moins 1. Alors, je ne dis pas de bêtises. Ici, donc je l'ai fait 1. 1 moins 2 demi. Ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Je me place ici. Alors, en rouge. Ça me fait 60
moins 95 demi. 120 demi moins 95 demi, ça fait 25 demi. Je me place ici. Mon rectangle, il est là. 0 moins 95 demi. Enfin, dernier calcul, ici. Donc, je me place là. Le rectangle, il est là. Ça fait 0 moins 95 fois 2 divisé par 2. Donc, moins 95. Voilà. Question. Est-ce que tous les coefficients de la fonction économique f sont négatifs ou nuls? La réponse est non. On dirait que j'ai fait une petite bêtise en recopiant cette valeur-là. Vous voyez, parce qu'ici, en fin de compte, le 0, je recopie ce 15-là, mais celui-là n'est pas exact. Donc là, si vous permettez, je vais corriger ce calcul-là. Voilà. Donc je me replace dessus, je me place ici, ça me fait, le rectangle, il est là. Ça me fait 10 moins 95 demi. Ça fait 20 demi moins 95 demi, ça fait moins 75 demi. Très bien. Alors maintenant, je me pose la même question. Est-ce que tous les coefficients de z sont négatifs ou nuls? La réponse est non. Quel est le plus positif? Quel est le plus positif? C'est forcément 15. Donc la variable entrante, ça va être x2. Et il faut trouver la variable sortante. Alors c'est très intéressant puisque là, regardez bien, j'ai mes coefficients qui sont 0, 1, 0. Donc je fais 1 sur 0. Et bien entendu, on ne peut jamais avoir un pivot égal à 0. Donc là, ça fait l'infini. 1 sur 0, ça fait l'infini. Il me reste plus que 4 sur 1, ce qui me fait 4. Forcément, le pivot se trouve ici. Et ça m'intéresse parce qu'un pivot égal à 1, ça veut dire pas de division. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La variable entrante, c'est x2. Et la variable sortante, c'est E2. Donc, je recopie. x4. On a dit x2. Et on garde E3. Allez, c'est parti. On divise la ligne du pivot par le pivot. Mais comme le pivot est 1, on recopie toute la ligne. 0, 1, 3,5, 0, moins 1,5, 1, 0 et 4. Très bien. Alors, regardez bien ici, il y a beaucoup de simplifications. Là, j'ai ma ligne du pivot. Elle croise cette colonne en 0. Donc, je recopie la colonne. Donc là, j'ai 0. Bon, là, je vais garder la même couleur. Moins 75 demi. Sinon, ça me fait perdre trop de temps. Voilà. Ici, j'ai un 0 commun avec cette ligne. Donc, je recopie la colonne. Donc, ça fait 1, 0, 0 et 0. De nouveau, j'ai un 0 ici. Je recopie la colonne. Ce qui donne 0, 0, 1, 0. Et encore mieux, regardez bien. J'ai là, c'est la colonne du pivot. Elle croise cette ligne en 0. Je recopie toute la ligne. Je recopie toute la ligne. 0, 0. Donc ça, c'est une disposition très intéressante qu'il faut utiliser. Voilà. Est-ce que j'ai encore, regardez bien ce que j'ai, sur la colonne, j'ai encore un 0 ici. Je recopie intégralement toute la colonne. Pourquoi je fais ça? Parce que si je considère cet élément-là, je fais 1,5 moins la diagonale. Et vous voyez, ça fera toujours 0. 1 moins la diagonale, 0. 1,5 moins la... Donc, c'est pas la peine de faire tout ça. Vous recopiez intégralement toute la ligne. 0, 1,5,
1, 1 demi, 0, 1. Ok, il ne me reste plus maintenant à m'attaquer au coefficient de la fonction économique. Alors, ici, je vais calculer la valeur à mettre ici. Donc, ça fait 15. 15, d'accord, 15, je dis n'importe quoi, ça c'est la colonne du pivot. Donc là, on a dit que la colonne du pivot, tous les éléments hors pivot, tout ça c'est des zéros. C'est celui-là que je vais calculer. Alors je me place ici. Mon rectangle, il est là. Ça fait donc 25 demi moins 45 demi. 25 demi moins 45 demi, ça me fait moins 20 demi, c'est-à-dire moins 10. Ensuite, pour trouver cet élément-là, je me place ici. Mon rectangle, il est là. Ça fait moins 95 demi, plus, pardon, le rectangle, il est là. Oh là là, je me trompe. Le rectangle, parce que le pivot, il est là. Donc le rectangle, il est là. Donc je reprends. Moins 95 demi. Regardez bien, moins par moins, ça fait plus. 15 demi divisé par 1. Donc ça fait moins 95 demi, moins 15 demi, ce qui me fait moins 80 demi, soit moins 40. Je me place ici. Mon rectangle, il est là. 0, moins 15. Enfin, la dernière valeur, ici. Donc mon rectangle, il est où? Il est là. Mon rectangle, il est là. Et ça me fait moins 95, moins 4 fois 15, 60, divisé par 1, donc moins 95, moins 60, moins 155. Alors maintenant, il faut effectuer une lecture de notre tableau. Alors rappelez-vous les variables d'activité, variables d'écart. Donc là, je vais effectivement m'amuser à faire des correspondances. Alors là, il ne faut pas se tromper. Alors c'est parti. On va commencer par, regardez bien ici. J'ai E1, je lis ici donc forcément X1. Oui, ça c'est variable d'écart du dual, donc Y1 égale 40. Y2 égale 15. Y3, comme vous le voyez, Y3 égale 0. Le coût total, le F minimum, le grand E, je vais l'appeler Z, est tout simplement égal à 155. Maintenant, regardez bien pour les variables d'écart. Alors, rappelez-vous, donc les variables d'écart, ce qui correspond à U1, c'est bien sûr, vous lisez ici X1. Donc, U1, alors là, j'ai fait une petite bêtise, parce que ça ne fait pas moins 75 demi. Si je fais le calcul ici, regardez bien, c'est bien moins 75 demi. Je me demande si j'ai pas fait. Alors, je regarde sur ma petite feuille. On dirait que j'ai fait une petite erreur. Alors, ici. Donc ici, j'ai écrit 0. Vous voyez, ici, j'ai écrit 0. Alors que si je prends ce rectangle-là, j'ai 0 moins 1 demi. Donc là, je vais quand même le corriger. Là, je vais le corriger. Donc là, j'ai 0, je répète,
ici, j'ai 0 moins 1 fois 1 divisé par 2. Donc là, j'ai moins 1,5. Alors, si là, j'ai moins 1,5, qu'est-ce que ça va modifier plus bas? Donc là, si j'ai bien compris, donc là, forcément, je n'ai pas 0, mais j'ai moins 1,5. Donc là, je n'ai pas 0, mais j'ai moins 1,5. Alors, moins 1,5. Donc, est-ce que j'ai fait une bêtise ici? La réponse est oui aussi. Voyez, là, je prends ce rectangle-là, je ne sais pas pourquoi. Je prends ce rectangle-là. Si je fais le calcul, c'est 0 moins 1 fois 2 divisé par 2. Donc, ça fait ici plutôt moins 1. Décidément, je ne vous cacherai pas qu'il est un peu tard. Hein. Parce que le fait de faire tous ces petits montages, moins 1. Bien. Alors, donc forcément ici, ça va changer la valeur. Donc ici, ici moins 1, ici moins 75. Alors, donc ici, comme je recopie la ligne, vous avez compris, je recopie la ligne ici. Donc là, ça sera forcément moins 1. Et donc, là où je me suis trompé, c'est pour cette partie-là que je vais corriger. Voilà. Alors, on va donc calculer cette valeur en se plaçant ici. Vous voyez, le rectangle, ça change tout. Ça fait moins 75 demi plus, vous voyez, parce que moins par moins, ça fait plus. Donc, plus 15 demi. Moins 75 demi plus 15 demi, ça fait moins 60 demi, ce qui fait moins 30. Et voilà, donc maintenant, on va interpréter nos variables d'écart U1, U2, U3, U4. Alors, U1 égale 30. U1 égale 30. U2 égale 0. U3 égale 10. Et enfin, U3. Et enfin, U4 égale 0. Et enfin, U4 égale 0. Bien sûr, si je veux la solution de ce système-là, ben, qu'est-ce que je lis? Je lis que x1 est égal à 0, x2 est égal à 4, x3 est égal à 0, x4 est égal à 1, et grand F, grand F est tout simplement égal à 155. Voilà, donc j'espère que ça c'est un petit peu plus clair, même si ça a été un peu laborieux, voire un peu long. On va essayer après de conclure. Très bien. Donc on va reprendre nos résultats, on va mieux visualiser. Alors ici, je vais donc écrire ce système-là sous forme donc standard. Ça me fait bien Y1 moins U1 égale 10. On a Y2 moins U2 égale 15. Ensuite, on a Y1. C'est juste pour vérifier nos résultats précédents. 2Y2 plus Y3 moins U3 égale 60. Et enfin, 2Y1 plus Y2
plus 2y3 moins u4, variable d'écart, égale 95. Alors, qu'est-ce qu'on avait trouvé précédemment? On avait trouvé que y1, alors je recopie ce qu'on avait, y1 est égal à 40. Ensuite, on a trouvé y2 égale 15. Et enfin, y3 égale 0. Ensuite, on a lu les variables d'écart. U1, alors on a dit que U1 était égal à 30. U2, on a lu 0. Et enfin, U3, on a lu 10. Et U4, on a lu 0. Et on peut vérifier que notre système est bien, nos réponses sont bien exactes. Regardez bien, y1 égale 40. 40 moins 30 est bien égal à 10. Ensuite, y2, 15 moins 0 est bien égal à 15. Ensuite, y1, 40 plus 2y2 plus 30. 40 plus 30, ça fait 70. Plus 0, ça fait 70. 70 moins U3. 70 moins 10, ça fait bien 60. Et enfin, 2y1, 80. Plus 15, 95. Plus 0, donc ça fait 95. Moins 0, ça fait bien 95. Et maintenant, si on regarde le programme primal, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a lu? On a lu que les variables d'activité, on a lu que x1 était égal à 0. On a lu que x2 est égal à 4. On a lu que x3 est égal à 0. Et enfin, on a lu que x4 égale 1. Pour les variables d'écart, nous avons lu que E1 était égal à 0. Ensuite, que E2 égale 0. Et enfin, E3 égale 1. Et on peut vérifier. 0 plus x3, 0 plus 2x4. 2 fois 1, ça fait 2. Et bien sûr, ici, E1 est égal à 0, donc la contrainte est saturée. Et je vous laisse vérifier. X2, 4. 2x3, 0. x4, 1. 4 plus 1, 5. Ce qui veut dire que E2 est égal à 0. Ce qui est bon. Enfin, dernière. x3, 0. 2x4. 2 fois 1, 2. Attention, plus E3. Plus E3, 1. 2 plus 3, ça fait bien. 2 plus 1, ça fait bien 3. C'est bien vérifié. Et si vous remplacez x par 0, x2 par 4, ici, ça fait bien. 10 fois 0, ça fait 0. 15 fois 4, 60. 60 plus 0. x4, c'est 1. 95 plus 60, ça me fait bien le fameux 155. Et bien entendu, ici, pareil, si je remplace y1 par 40, 80, plus 15, 95. Pardon. 2 fois 40, 80. 5 fois 15, 75. Et 3 fois, donc 80 plus 75, 155. Et 3 fois 0,
ça fait bien 155. Nous avons bien la même valeur pour Z et la même valeur pour F. Voilà, donc en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire tout simplement que ceci, lorsque vous avez donc à traiter d'un problème de minimisation, il va falloir donc passer par le dual. Le principe est le suivant, il faut retenir ceci. Premièrement, vous repérez la matrice du primal et vous cherchez sa transposée. D'accord, vous cherchez à transposer. Donc, il faut savoir que les coefficients de la fonction économique deviennent les seconds membres des contraintes et vice-versa. Les inégalités, bien sûr, des contraintes vont changer de sens. Tout ce qui était plus grand qu'eux devient plus petit qu'eux. Bien sûr, il faut veiller à la positivité des variables. D'accord? Positivité des variables. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, il faut savoir que lorsque vous avez l'équivalence, d'un côté, vous avez vos variables d'activité auxquelles vous associez pour le dual les variables d'écart. Les variables d'écart du primal, vous associez les variables d'activité du dual. Voilà. Voilà, c'est dimanche, il est un peu tard, donc je crois que je vais m'arrêter là. Je comptais effectivement faire un topo un peu plus poussé, mais ce sera peut-être pour une autre fois. En tous les cas, n'hésitez pas donc à commenter. Et bon, donc cette vidéo-là fait suite à un cours que j'ai donné il y a quelques années. Et donc voilà, donc on m'a souvent alerté, demandé de traiter de cette partie-là. J'espère avoir apporté, contribué un peu plus à vous éclairer. Voilà. En tous les cas, merci de me suivre et donc merci aussi de votre fidélité. Je vous dis donc à une autre fois. À bientôt. Merci.